Pour cette semaine, on va parler de pré-traitement et analyse des données. Donc, pour commencer, on va parler de quelques notions de base en pré-traitement de données. Euh, c'est quand même important, ces notions-là de pré-traitement de données, parce que ça définit la forme, les valeurs qu'on va utiliser en entrée de nos modèles. Si ces valeurs-là ne sont pas correctement traitées ou pré-traitées, ça peut créer des problèmes dans la suite de la chaîne de traitement, dans la suite des procédés qu'on a pour traiter nos données. Et nos algorithmes d'apprentissage sont sensibles à ces valeurs-là. Donc, le premier élément à lequel il faut s'attarder, c'est les questions d'échelle. Donc, les échelles des variables doivent être comparables. Par exemple, si on a différentes échelles, bien, si on utilise des mesures de similarité comme dans des méthodes à noyau ou des mesures de distance comme les approches non paramétriques et autres, bien, s'il y a des variables, il y a des échelles qui sont très grandes, s'il y a des variables qui sont dans des ordres de 10 à la 3, par exemple, et d'autres variables qui sont dans des ordres de 10 à la moins 2, c'est très clair que les variables avec des échelles plus grandes vont dominer dans la mesure de similarité ou de distance. Et ça va complètement distorsionner le processus. Ça va faire en sorte que ces variables-là vont être les seules qui vont être tenues en compte et les variables d'échelle inférieure vont être négligées. Puis il y a des phénomènes aussi que les réseaux de neurones, c'est que des valeurs d'entrée très élevées vont provoquer la saturation des neurones. Et donc, par défaut, il faut ajuster les échelles dans des valeurs d'entrée pour les réseaux de neurones, par exemple. Des fois, les valeurs aussi, certaines valeurs de variables peuvent être manquantes. Si on fait affaire avec des capteurs qui peuvent être défectueux, des fois, ils peuvent avoir des manques, il peut y avoir des oublis si c'est des collectes manuelles, s'il y a des mesures qui ont été ajoutées en cours de route, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas définies pour les premières instances, mais qui ont été après ça mesurées. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les données qui ont les valeurs de toutes les variables. Ça se peut qu'il y ait certaines valeurs de variables qui manquent ici et là. Un autre élément aussi qui peut avoir un impact sur nos modèles d'apprentissage, c'est la dimensionnalité. Donc, si on travaille avec des algorithmes de haute dimensionnalité, il y a certaines approches qui vont très mal performer à ce niveau-là, qui vont avoir beaucoup de difficultés à gérer la haute dimensionnalité. Un exemple, c'est une estimation à noyau là, pour l'estimation de distribution non paramétrique. Donc, ça, on sait que c'est très sensible, faire des histogrammes en plusieurs dimensions, ça ne va pas bien. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a certaines méthodes, certains algorithmes qui sont un peu moins sensibles, mais quand même, en général, la dimensionnalité est un facteur qui a un impact très important sur la performance de nos modèles. Puis, il peut y avoir de la redondance dans les mesures. Il peut y avoir des mesures qui sont équivalentes, qui sont redondantes. Donc, dans ce contexte-là, on peut vouloir peut-être éliminer la redondance pour s'assurer que ce qu'on a comme mesure est aussi dans une dimensionnalité aussi contenue que possible. Donc, en pratique, les pré-traitements ont un impact très important. Donc, ça fait une certaine partie du travail. Et en pratique aussi, on a rarement accès à des données qui sont déjà toutes bien formatées, prêtes à être utilisées telles quelles. On gère généralement des données qui ont été collectées à d'autres fins ou qui ont été collectées d'une façon qui peut être assez pratique pour la collecte, mais qui s'avère pas utilisable telle quelle. Il faut faire des traitements, des ajustements d'échelle, de l'imputation de valeur, réduction de dimensionnalité pour pouvoir bien gérer la situation. Et donc, aussi, il faut bien comprendre nos données. Donc, ça, c'est vraiment la partie. On a vu beaucoup d'algorithmes jusqu'à présent qui sont relativement génériques, qui peuvent être appliqués dans différents contextes. Mais l'étape de pré-traitement de données, elle implique quand même une bonne connaissance de la donnée en soi pour pouvoir la pré-traiter, la mettre sous un format qu'on sait approprié pour notre algorithme d'apprentissage. Donc, une première approche assez naturelle que vous avez certainement fait à moult reprises, c'est de faire l'ajustement d'échelle des variables, donc de faire une certaine normalisation sur les valeurs de variables. Une approche courante, c'est de ramener l'échelle des variables dans 0 et 1. Donc, on va être capable de prendre les valeurs dans notre échelle et ramener tout ça entre 0 et 1 pour toutes les variables. Et ça, bien, ça va faire en sorte qu'on va avoir des variables de valeurs comparables. Ça peut être aussi entre moins 1 et 1. C'est équivalent. Donc, ce qu'on peut faire comme l'ajustement le plus évident, c'est de dire qu'on va prendre les valeurs maximales et minimales de la variable. Donc, une variable spécifique, on prend son XImax, qui est la valeur maximale selon toutes
toutes les valeurs de données de t de 1 jusqu'à n. Puis on fait ça pour les dimensions de 1 jusqu'à d. Fait qu'on regarde c'est quoi la valeur maximale ici par rapport à notre dimension t. Puis on dit bien, la valeur maximale pour la variable i est de temps. De même qu'on prend la valeur minimale pour la variable i, parmi toutes les données qu'on a, puis on répète ça pour toutes les variables qui nous intéressent. Puis une fois qu'on a calculé ça, on est capable de faire la normalisation ici, qui est simplement de dire qu'on réduit la valeur minimale. On prend notre x d'intérêt, on réduit la valeur minimale, puis tout ça ajusté par l'échelle entre x min et x max. Et ça va nous ramener nos valeurs entre 0 et 1 dans notre jeu de données. Et donc, ça s'ajuste sur un certain jeu de données qu'on a sous la main. Cependant, si on a des nouvelles données qui nous proviennent par la suite, ça se peut que ces valeurs-là soient en dehors du domaine, que la valeur pour une certaine variable soit inférieure au xi-min ou supérieure au xi-max. Puis dans ce contexte-là, on peut s'attendre à ce que des valeurs excèdent 1 ou soient inférieures à 0. Donc, il faut avoir ça en tête parce que ce n'est pas fixé dans le bêta a priori. C'est une approche qui est simple, c'est une approche qui fait un travail qui est raisonnable. Donc, généralement, le réflexe pour faire l'ajustement d'échelle, c'est d'y aller de cette façon-là. On peut aussi faire une autre façon de traiter la donnée, c'est de faire de la standardisation. Où là, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est qu'on veut ramener les données selon ce qu'on qualifierait d'une distribution normale, centrée, réduite. Donc, il y a une moyenne nulle et un écart type de 1. Et ça, pour chacune des variables indépendamment. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement dire que notre valeur standardisée, c'est la valeur d'intérêt moins la moyenne pour la variable i divisée par l'écart type de la variable i. En faisant ça, on va s'assurer que finalement, xi, qu'on va dire prime, suit une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même moins sensible aux valeurs aberrantes, aux valeurs qui sont très, très grandes ou très, très petites. Donc, ce qu'on a vu précédemment avec les valeurs maximales et minimales, ça se peut qu'une valeur maximale soit complètement à côté de toutes les autres données. Donc, ça va faire en sorte que, par exemple, la valeur maximale, elle est 100 fois plus grande que la deuxième maximale. Et l'ajustement d'échelle va faire en sorte que dans notre plage entre 0 et 1, toutes les données vont être très près de 0, sauf une qui va être près de 1. Donc ça va peut-être faire en sorte qu'on va perdre beaucoup de plages dynamiques utilisables pour pouvoir faire nos traitements. Alors qu'une standardisation va être moins sensible que ça parce qu'on va normaliser par l'écart type, qu'on s'attend qu'il peut y avoir des fois des données un peu aberrantes. Ça va affecter l'écart type, mais peut-être d'une façon beaucoup moins prononcée. Donc, ce qu'il faut savoir ici, cependant, la standardisation, c'est que ça ne retire pas la covariance entre les variables. Donc, le traitement se fait une variable à la fois, fait qu'on considère que chaque variable suit une loi normale centrée réduite et on ne regarde pas la covariance. Donc, la covariance va être quand même continuer d'être présente dans nos données. Donc, on peut faire encore un peu plus que ça. On peut faire ce qu'on appelle une transformation blanchissante, qu'on va voir plus tard dans le cours d'aujourd'hui. Donc là, ça permet d'avoir une loi normale unitaire, une loi multivariée normale unitaire. Donc, c'est-à-dire que nos données suivent une loi normale multivariée centrée sur l'origine avec une matrice de covariance qui est identité, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune covariance. Donc, ça, c'est un peu plus élaboré. Vous allez voir ça tout à l'heure. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec des valeurs de variables qui sont manquantes? Il y a plusieurs solutions possibles. C'est ce qu'on appelle de l'imputation. Avant de faire l'imputation, c'est de donner des valeurs à ces valeurs manquantes-là. La première chose qu'on peut faire avant de faire de l'imputation, c'est de retirer. On va dire, dans notre jeu de données, pour toutes les instances dont il y a des valeurs manquantes, on les retire. C'est facile à faire, mais ça retire des données. Puis si la proportion de données avec valeur manquante est élevée, puis ça se peut, là, parce que si on a beaucoup de variables, c'est peut-être fréquent qu'on ait au moins une valeur de variable qui est manquante dans notre instance. On va perdre beaucoup de données pour l'apprentissage. Puis on sait que si on perd des données pour l'apprentissage, on risque d'apprendre des modèles moins performants qui vont moins bien généraliser.
Puis aussi, ce qui peut arriver, c'est que les données qui ont des valeurs manquantes, c'est peut-être certains types de données, des données d'une classe particulière ou des données qui correspondent à certains phénomènes où là, le capteur n'était pas en mesure de prendre la mesure ou la collecte de données s'était faite dans des contextes particuliers où on avait oublié certaines valeurs de variables. Et on va donc retirer des variables, pas de façon uniforme dans l'ensemble du jeu de données, possiblement selon certains biais. Donc ça peut perturber l'apprentissage parce qu'on va modifier la nature du jeu de données. Donc, une deuxième approche qu'on peut faire, c'est dans certains algorithmes d'apprentissage, on peut marquer les variables manquantes, dire, bien ça, cette valeur-là, on va mettre un point d'interrogation, on va dire, on ne l'a pas. Et certains algorithmes d'apprentissage, comme les arbres de décision, lorsqu'ils sont bien implémentés, peuvent gérer ces valeurs manquantes-là. Ce n'est pas tous, pardon. Il y a plusieurs algorithmes, comme on l'a vu dans le cours, qui, si on n'a pas la valeur manquante, le comportement n'est pas défini, on n'est pas en mesure de faire les traitements. Donc, il faut être capable de gérer les valeurs manquantes dans notre traitement, dans notre algo. Puis si on est capable de le faire, bien, à ce moment-là, on pourrait appliquer directement l'algorithme sur le jeu de données complet avec les indications de valeurs manquantes. Une autre approche aussi assez directe, ce serait d'assigner une valeur par défaut aux valeurs manquantes, typiquement 0, ou une valeur comme NaN, là, not a number. C'est tous des choix possibles. Et donc là, l'algorithme peut soit le gérer de façon particulière ou soit faire comme si c'était un vrai 0. Et on doit avoir en tête les résultats que ça peut donner. Donc ça peut être acceptable aussi. Maintenant, une quatrième approche possible pour les valeurs manquantes, ça commence à être un peu plus élaboré, puis en même temps, c'est plus intéressant d'une certaine façon. Ça peut régler certains problèmes de biais dans les données qu'on perd. C'est de sélectionner au hasard dans les autres données une valeur de variable manquante et de l'assigner à la valeur. Donc, pour la variable de notre donnée actuelle pour laquelle il y a une valeur manquante, on va prendre une valeur d'une autre instance au hasard. Et donc, on va remplir les trous avec des valeurs au hasard. Donc, ça va éviter certains biais possibles, mais en contrepartie, ça se peut qu'on crée des relations qui n'existent pas, dans le sens que si, pour la variable manquante, jamais qu'on a une certaine valeur particulière pour une classe ou pour, selon d'autres valeurs des autres variables, bien là, on va créer des liens, on va créer des situations qui sont possiblement inusitées ou pas vraiment possibles dans notre jeu de données. Donc, il faut faire attention avec ça, mais il reste qu'il y a quand même des avantages d'y aller par une sélection au hasard. Une autre approche, c'est d'assigner la valeur moyenne de la variable. Si on dit que la variable a une valeur moyenne de xi bar, ben on va prendre cette valeur moyenne-là pour remplir le trou. Ça a comme effet de réduire la variance mesurée de la variable dans le jeu de données. Donc, ça, il faut savoir les implications puis de gérer en conséquence. Je vous dirais maintenant, si on va dans des approches plus sophistiquées pour l'imputation, pour pouvoir assigner des valeurs aux variables manquantes, c'est tout faire des remplacements, comme on a parlé. On peut dénaturer les données, on peut faire une sélection aléatoire d'une valeur de variable dans les autres données pour pour assigner des valeurs à des données manquantes, à des variables manquantes dans notre instance actuelle. Ça peut dénaturer la donnée. Comment alors assigner une valeur plausible? Comment déterminer le genre de valeur que cette variable-là pourrait avoir dans notre instance, considérant les autres valeurs qu'on a? Donc, on a des valeurs actuellement, il y a une ou des valeurs manquantes pour certaines variables. Comment imputer les valeurs manquantes correctement, sans briser la nature de la donnée? Bien, on peut faire de l'apprentissage supervisé. Donc, faire de l'apprentissage supervisé pour faire de l'imputation, pour faire de l'apprentissage supervisé. Il y a quelque chose d'un peu métaniveau ici. Donc, l'idée, c'est que pour chaque variable de notre jeu de données, on apprend un modèle de régression. Ça peut être tout simplement de la régression linéaire très basique. Là, on ne veut pas avoir des modèles très sophistiqués, mais quand même, c'est des modèles où l'apprentissage se fait en utilisant les D-1 données, donc toutes les données sauf celles qui nous intéressent. On bâtit un modèle ici. Donc, on peut voir que la fonction f ici, qui est notre fonction de régression, est paramétrée par un θi. Donc, il y a une configuration par variable. Donc, si on a des variables, on aura des modèles différents. Chaque modèle est entraîné sur les D-1 données. On a toutes les données sauf la donnée ici qui n'est pas là.
on voit que la donnée I est manquante. Puis ce qu'on fait ici, c'est qu'on dit qu'on prend les autres données, puis on va assigner par régression la valeur d'imputation, le xi', donc la valeur qu'on va donner à la valeur manquante d'une variable, xi. Puis l'entraînement se fait, par exemple, sur l'ensemble des données. On peut dire des données qui sont complètes, peut-être pour simplifier les choses, qu'on peut retirer les données pour lesquelles il y a d'autres valeurs manquantes, mais on va essayer de garder les données pour lesquelles toutes les variables sont disponibles globalement. Puis on va utiliser ça comme cible pour le xi', et en utilisant d'entrée les D-1, une variable restante. Donc, les cibles RT, les cibles qu'on a pris pour apprendre le modèle, ça correspond aux vraies valeurs XI qu'on avait pour des données complètes. Donc, ça va être beaucoup plus fidèle. Donc, les valeurs ici imputées vont être plus proches de la réalité, mais ça peut réduire la variance. Comme on va capturer la valeur la plus probable, la régression va quand même avoir un comportement qui n'est pas tout à fait équivalent, mais qui ressemble à aller chercher une valeur variable, du moins la valeur la plus probable pour une certaine valeur d'entrée. Donc, ça va réduire la variance, donc ça peut avoir un impact si on fait nos statistiques. Fait que dans ce temps-là, souvent, c'est important de mesurer nos statistiques sur la moyenne, la variance, covariance, avant de faire l'imputation, en retirant les données manquantes pour chacune des dimensions indépendantes. Pour une matrice de covariance, ça peut être plus compliqué, mais bref, c'est quand même nécessaire si on veut s'assurer que notre estimation est proche de la réalité.